Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Depuis plusieurs mois, le monde traverse une crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et l'Afrique n'est pas en reste. Dans le continent, justement, beaucoup de secteurs sont touchés par la maladie, y compris le secteur informel. Selon l'Organisation internationale du travail, 325 millions de travailleurs informels en Afrique ont été impactés par les mesures de confinement. Aujourd'hui, plusieurs pays africains ont levé certaines mesures restrictives pour essayer de sauver leur économie. Quel est donc l'apport du secteur informel dans les perspectives macroéconomiques des pays africains ? Comment les acteurs du secteur informel vivent-ils la crise sanitaire liée à la pandémie? Quelles sont les actions mises en place par les autorités africaines pour accompagner ces travailleurs? Des éléments de réponse dans ce Talk Afrique avec nos invités sur ce plateau. Il s'agit du docteur Mor Gassama, économiste. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Bienvenue dans ce Talk Afrique. Merci beaucoup. Mes salutations à tous vos téléspectateurs. En face de vous, Abdou Diaw, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Merci d'être là. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de Média TV. Très bien. À cause du coronavirus, beaucoup d'activités étaient à l'arrêt dans la plupart des pays africains et on a vu que les autorités sanitaires ont pris des mesures strictes, des mesures, je dirais, drastiques pour faire face à la maladie. Cela valait-il la peine, d'autant plus que le virus continue de circuler jusqu'à présent ? Oui, en tout cas, tout au début, on avait vu que nos autorités avaient pris quand même pas mal de mesures. Disons, il ne s'agit pas de mesures en fonction de nos réalités, mais plutôt, dans la plupart du temps, ça ressemblait plus à du copier-coller de ce qui nous venait ailleurs. À un certain moment, on s'était rendu compte que ce n'était pas très adapté par rapport donc, à notre mode de vie, par rapport à nos activités. C'est ainsi que les gens ont cherché un peu à rectifier petit à petit pour s'adapter par rapport donc, à la réalité de notre économie. Parce que si en Europe, on a confiné les gens, parce que on est dans une économie où l'essentiel est formel. Ici, c'est le contraire. Donc, si vous voulez demander aux gens de rester chez eux, vous n'arrivez pas à les identifier ou encore à les verser donc, une indemnité, ça va être extrêmement difficile. Et c'est exactement ce que beaucoup d'Africains ont vécu pendant cette période-là. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons quand même salué les toutes premières mesures prises parce que comme on ne connaissait pas, il fallait, c'était prévenir. Une première d'ailleurs, que ce soit en Afrique ou bien ailleurs, c'était une première. Oui, c'est ça. On ne connaît pas, il y a des risques qui sont là. Le fait de prévenir, ce n'était pas mal. Maintenant, plus on avance, plus on a des informations plus ou moins précises sur la maladie. Et à partir de là, il fallait quand même alléger les mesures. Mais surtout permettre quand même à ces gens-là qui ne dépendent en réalité que de leurs efforts, que de ce qu'ils cherchent, ce qu'ils gagnent dans la journée pour reprendre leurs activités. Donc le confinement, l'arrêt de certaines activités ont fragilisé l'économie africaine, n'est-ce pas? Oui, merci. Vous savez, la crise, certes c'est une crise sanitaire, mais qui a eu des ramifications économiques, socio-économiques en Afrique, donc d'une manière plus ou moins particulière. Donc, et aujourd'hui, presque tous les pays étaient affectés effectivement par cette crise. Et je pense que les États ont fait preuve de recul. Contrairement à ce qui est appliqué dans d'autres pays comme en Europe, n'est-ce pas, avec le confinement général ou bien le confinement total. Je pense que les autorités, les États ont fait preuve de recul en instituant par exemple un confinement partiel. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Gassama, la configuration de nos économies impose à faire des choix qui correspondent aux réalités de nos États. Et comme quoi, par exemple, d'ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure, le secteur informel, donc la configuration, le fait que les économies soient dominées essentiellement par le secteur informel, donc doit nous pousser effectivement à revoir, à repenser les modes, les stratégies de lutte donc face à contre cette maladie. Et aujourd'hui, l'épreuve de recul, c'est quoi? C'est qu'on a mis en place un confinement partiel pour permettre à cela, pour permettre à l'économie de pouvoir respirer, parce que aussi, ils étaient disons, tenaillés entre l'enclume et le marteau.
l'enclume de l'économie, autrement dit sauver l'économie, mais aussi préserver la santé des populations. Et je pense que, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Les autorités, les États ont fait preuve d'équilibre, pour permettre, pour sauver non seulement l'économie, mais aussi préserver la santé des populations. Et aujourd'hui, les idées, les réflexions, effectivement, tournent autour de la relance. Quelle stratégie à mettre en place pour relancer les économies, parce qu'elles ont été durement touchées par la pandémie. Certaines entreprises sont fermées, certains ont été contraints effectivement à aller au chômage, et aujourd'hui cela effectivement se répercute effectivement sur les taux de croissance, parce que les dernières projections qui ont été données par les institutions, que ce soit la CIA, la Commission économique Afrique, la BAD, etc., on parle de récession, et je pense que cela fait des années, des dizaines d'années que l'Afrique ne connaît pas effectivement cette réalité économique extrêmement difficile. On sait que la crise est toujours là, le coronavirus, on sait qu'il y a toujours la Covid-19, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Docteur Gassama, comment vivent les travailleurs qui sont dans le secteur informel? Comment vivent justement ces acteurs-là? On sait qu'il y a la crise. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Oui, de manière générale, ce sont des gens qui sont dans pas mal de domaines, l'artisanat, le petit commerce, dans l'agriculture, dans l'élevage, etc., mais qui ne sont pas du tout formalisés. Donc du coup, ce sont des gens qui se débrouillent. Parfois, vous pouvez trouver certains qui se débrouillent le matin, ce qu'ils gagnent, c'est exactement ce qu'ils comptent donner pour la dépense du lendemain. Pour ces gens-là, si vous devez les demander de rester à la maison, ça va être extrêmement difficile. Donc dans certains pays, les gens après ont cherché à dégager des moyens pour soutenir les populations. Même là aussi, l'organisation posait problème. C'est la logistique qui posait encore problème. Bref, avec en tout cas cette crise déjà, on doit tirer des enseignements. Des enseignements comme quoi... On va y revenir justement, comment tirer la leçon. Puisque la crise économique, il n'y a pas que seulement des points négatifs, il y a également des points positifs. Alors, une étude du FMI de 2017 révèle la prépondérance du secteur informel des économies d'Afrique subsaharienne. Ce secteur pèse pour des taux allant de 20 à 65%. Cela montre quelque part l'importance du secteur informel dans l'économie africaine. Oui, d'ailleurs, cette chute vraiment drastique de nos taux de croissance, ce qui l'explique, c'est surtout ce poids-là donc de ce secteur. Autrement dit, dans un pays où entre 20 jusqu'à 60% des travailleurs sont dans l'informel, vous ne pouvez pas penser au développement, vous ne pouvez pas penser à l'émergence si vous ne soutenez pas ces gens-là. Maintenant, comment les soutenir? Il faut penser d'abord à les organiser, à mieux les organiser. Parce que s'ils ne sont pas bien organisés, bien structurés, ça va être extrêmement difficile donc, de pouvoir les soutenir, surtout en matière de financement. Parce que lorsqu'on a une activité, ce qui permet à l'activité de se développer, c'est surtout le financement. Et malheureusement, on ne peut pas les identifier. Ce sont des gens aussi qui se débrouillent, mais qui participent très faiblement aussi donc à l'effort, c'est-à-dire à la fiscalité. C'est vrai, ils gagnent un peu, mais ils auraient dû aussi participer, etc. Ça pose le problème d'ailleurs de l'élargissement donc de l'assiette fiscale. Encore une fois, nous pensons très sincèrement que c'est un secteur qui a été très fortement touché. Des gens qui sont restés pendant des semaines sans pour autant véritablement travailler correctement ou avec des activités qui sont au ralenti, d'autres même qui sont totalement à l'arrêt. Je pense qu'il faudrait maintenant penser donc à la reprise, donc à la relance. Et là aussi, peut-être au cours du débat, nous allons y revenir. Il y aura des moyens qui seront débloqués. Même là encore, le fait de vouloir soutenir ce prix informel, ça va poser problème, puisque vous n'arrivez pas à les identifier. C'est ça le problème. Alors, on comprend par là que ces travailleurs informels vivent difficilement cette crise liée à la pandémie. Tout à l'heure, le docteur Gassama parlait de structurer ce secteur. Comment justement mieux organiser ce secteur? Je pense que la crise quand même a touché, dans la littérature économique, on reconnaît effectivement qu'on n'en disconvient même pas. Tout le monde s'accorde que le secteur informel
occupent une place prépondérante dans les économies. Et vous savez, vous prenez l'Afrique de l'Ouest, c'est la même configuration. Le Mali, le Bénin, Burkina. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par Ahmed Alimba, l'actuel directeur, en partenariat avec Nancy Benjamin, je pense, avec l'AFD, Banque mondiale, pour montrer que vraiment comment le secteur informel joue un rôle extrêmement important dans nos économies. Pendant la crise, c'est très difficile, hein, le secteur informel, les acteurs du secteur informel. D'ailleurs, d'abord, même la définition, on a du mal à trouver un accord sur la définition à donner au secteur informel. Certains pensent que non, le secteur informel, ce sont les gens qui ne sont pas enregistrés dans les comptabilités analytiques de l'État, d'autres qui sont en marge effectivement de la gouvernance des affaires économiques de l'État, etc. Donc, d'abord, il faut régler la définition même donnée effectivement à la notion de... Alors, pour ceux qui nous regardent, on vous écoute justement une petite définition par rapport à cela, parce que c'est un peu perplexe. Aucune prétention de donner une définition générale, parce que je pense que c'est disons, je ne dis pas, les universités sont interpellées, mais si vous prenez l'ANSD, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, même peut-être nous allons y revenir tout à l'heure, l'Agence nationale de la démographie, elle définit par exemple le secteur informel comme quoi ceux qui ne détiennent pas une comptabilité générale, ok, donc comptabilité générale, avoir les bilans, etc. Donc là, c'est vraiment question d'enregistrement. Donc pour ceux qui ne disposent pas d'une comptabilité générale. Vous allez par exemple dans d'autres définitions, on parle des critères d'enregistrement, des critères de la fiscalité, est-ce que verser de la fiscalité, etc. C'est pourquoi je dis que pour le moment c'est très difficile d'arrêter, de stabiliser une définition qui correspond effectivement au secteur informel. Ceci étant dit, vous prenez le secteur informel parce que avec les mesures de semi-confinement, vous prenez à Dakar, etc., à 20h ou bien à 16h, les gens se libéraient pour rentrer. Et c'était très difficile, les activités étaient réduites. Si les activités étaient réduites, mais bien évidemment, cela impacte effectivement le chiffre d'affaires. Mais aussi, il faut souligner que, en plus, il n'avait pas les filets sociaux. Contrairement aux salariés. Aux salariés, quelle que soit l'année, vous percevez votre salaire. Ou bien même vous percevez 75% comme le font. Par exemple, certaines entreprises l'ont fait au Sénégal, pour faire suite aux mesures prises par l'État. Mais vous prenez ceux qui travaillent dans le commerce, ceux qui travaillent dans le service, ils ne disposent pas d'une sécurité sociale, ils ne disposent pas d'une assurance maladie. Et là, ça devient plus difficile. Du coup, c'est entre la vie et la mort. Hein. Soit je vais braver les mesures imposées par l'État, ne serait-ce que pour chercher la dépense quotidienne, ou bien même pour rester chez moi pour mourir de cette maladie. L'autre chose, c'est qu'il faut relever que le secteur informel était l'un des segments les plus résilients face à cette crise. Pourquoi? Parce que aussitôt, durant la crise, ils se sont réadaptés. Okay? Ils se sont effectivement assurés une certaine reconversion. Certains, ceux qui faisaient du commerce, etc., facilement, ils sont maintenant dans le commerce des masques. Okay, ou bien même les gels, etc. Et du coup, ils ont compensé même ce qu'ils avaient perdu du coup. Et vraiment, c'est ce que j'ai aimé, parce que moi, personnellement, j'ai vu des gens qui étaient dans la vente, dans la restauration, ou bien dans les activités qui ont été durement affectées par la pandémie, mais au retour, je vois certains, dans les autres commerces, en train de gérer des quantités qui livrent des quantités extrêmement importantes de masques, et dans la livraison aussi. Alors, vous avez parlé de résilience, c'est un point très important. Oui. Est-ce que vous pensez que les autorités africaines ont suffisamment accompagné ces travailleurs informels? Peut-être de manière ponctuelle, hein, de manière ponctuelle, et je pense que c'est des mesures conjoncturelles, comme ce qui se passe au Sénégal. C'est des mesures conjoncturelles, hein, c'est de sortir, faire ce qu'on appelle des injections de liquidités pour permettre à certains acteurs ou bien à certains secteurs de pouvoir s'adapter pour ne pas disparaître. Okay? Mais la résilience, d'une manière générale, d'une manière beaucoup plus structurelle, là, c'est là où se trouve le problème. Autrement dit, comment accompagner les secteurs comme ce qui se passe, bon, excusez-moi d'insister un peu sur le cas du Sénégal, avec le... C'est vrai qu'on va y revenir sur le cas du Sénégal. Mais c'est extrêmement important, la résilience, c'est la capacité effectivement de s'adapter, de pouvoir gérer ce choc exogène, donc pendant un laps de temps, pour pouvoir maintenant rebondir et puis continuer donc les activités. Et je pense que c'était extrêmement important donc de mettre en exergue cette question de résilience du secteur informel, et que j'ai bien apprécié d'une manière au Sénégal. Mais puisque vous parlez du Sénégal, on va y rester. Alors oui, vous voulez intervenir? Oui, parce que c'est ce que disait Michel Diaw tout à l'heure, parce que c'était une question de vie ou de mort. Vous n'entendez rien des autorités, même ce qui a été annoncé, en tout cas tarde à venir, parce qu'il y a toujours le problème de logistique qui se pose. Donc vous êtes obligé effectivement de vous adapter pour pouvoir survivre.
Voilà, c'est ainsi qu'ils ont vraiment développé beaucoup d'ingéniosité. Et rapidement, on a senti qu'effectivement, ils se débrouillent pas mal. Maintenant, il faudrait surtout, en tout cas, penser à leur situation, comme j'avais dit tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont annoncés, parfois, mais la répartition pose problème. Ça pose véritablement problème. Voilà. Sur quelle base? Pourquoi affecter tel montant à tel secteur et non d'autres? Surtout sur ce qu'on trouve dans l'informel. Parce qu'avec les critères de comptabilité, etc., on aurait dû connaître exactement les chiffres d'affaires des uns et des autres. Et là, le dispatching, en tout cas l'affectation de l'aide, serait beaucoup plus correct. Mais là, et c'est intéressant de se formaliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si l'État décide d'aider les secteurs informels, d'aider les entreprises d'une manière générale. Vous parlez d'État d'une manière générale. Parce que pour vous aider, vous êtes une entreprise, vous êtes en difficulté. Et parce que souvent, les premières mesures, c'est des mesures fiscales. Autrement dit, faire des reports. Donc je vais lui donner la possibilité de rester 3 mois avant pour payer ses impôts. Et maintenant, pourvu qu'il est en règle. Il est en règle par rapport au fisc, par rapport à l'administration fiscale. Maintenant, si par exemple c'est le secteur informel, il ne paie pas ses impôts, ou bien il fait des sous-déclarations, mais l'État est d'abord enclin à aider, par exemple, ceux-là qui étaient en règle par rapport à l'administration. Et pourtant, ces travailleurs informels payent les taxes de façon indirecte. De façon indirecte, même de façon directe. Et tu vois des entreprises formelles, mais qui sous-traitent avec des secteurs informels, ou bien même qui font des pratiques informelles. Et c'est ça, c'est pourquoi c'est extrêmement difficile. Il faut remettre en cause même tout cet aspect d'informalité. Parce que bon... Moi, on va parler du Sénégal. On va parler du Sénégal. Beaucoup d'activités tournent au ralenti. Comment les acteurs du secteur informel vivent cette crise liée à la pandémie actuellement, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur du Sénégal, les mesures barrières sont toujours là. C'est vrai qu'il y a certaines mesures que l'État sénégalais a levées, mais comment en fait ces acteurs arrivent à vivre ou bien à gérer cette crise liée à la pandémie? Oui, j'ai constaté déjà que beaucoup d'entre eux continuent ou en tout cas utilisent les technologies pour continuer à véhiculer, donc à vendre leurs marchandises, leurs produits, mais également ils ont développé ce service de livraison, parce qu'avec cette pandémie-là, vraiment c'est quelque chose qui marche très fort. Donc autrement dit, les gens évitent le contact direct, mais avec les produits qu'ils mettent dans les réseaux sociaux autres, ils arrivent à avoir des commandes et donc à se faire livrer. Donc je pense que beaucoup se sont adaptés directement. Et c'est un service même vraiment qui a de l'avenir, parce que certains qui hésitaient encore se sont rendus compte que c'était leur salut. Donc ils ne vont plus donc arrêter cette chose-là. Maintenant, il faudrait aussi reconnaître que dans beaucoup quand même de régions, pour ne pas dire sur toute l'étendue du territoire, les autorités ont appuyé donc les différentes organisations, qu'il s'agisse des transporteurs qui ont été très touchés. Parce qu'un car qui prend 20 ou 30 clients, vous dites que c'est juste la moitié, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y en a certains, du matin au soir, ils te diront que tout ce qu'ils gagnent, ça ne sert en réalité qu'à rembourser, qu'à acheter du carburant. Alors qu'on ne travaille pas uniquement pour acheter du carburant, mais aussi pour gagner quelque chose. Les autorités les ont quand même aidés. Voilà. Donc ceux qui sont donc dans l'artisanat, donc dans le commerce, ce qui était beaucoup plus difficile. Parce que si on parle du commerce dans l'informel, on pense beaucoup aussi aux marchands ambulants. Voilà, des gens extrêmement braves, mais qui malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens que vous ne pouvez pas identifier, ça va être très difficile de faire une répartition. C'est-à-dire, même si vous affectez au secteur à le regroupement, le partage pose encore problème. Donc encore une fois, les autorités, je pense, doivent continuer à communiquer et à les rassurer, parce que certains ne veulent pas se formaliser parce qu'ils ont surtout peur de ces notions de fiscalité autres là. Voilà, pour le montrer qu'il n'y a rien de grave ou d'exceptionnel, mais au contraire, le fait de se formaliser, ça ouvre beaucoup plus de perspectives. La preuve avec les aides
donc ça tarde à venir, mais également, ils pourraient bénéficier des financements. Même s'ils n'ont pas de garantie, l'État peut toujours se porter garant pour leur permettre d'avoir accès au financement. Surtout que le secteur informel est à l'origine de 97% des créations d'emplois, selon la Banque mondiale. Alors, par rapport à cette crise, le Sénégal peut tirer quelle leçon? Oui, peut-être, avant de voir, par exemple, les leçons, c'est effectivement les mesures qui ont été prises pour venir en aide effectivement à ce secteur informel, mais d'une manière générale. Parce que d'une manière générale, c'est que l'État, ce qu'il avait mis en place, c'est force Covid, donc d'un montant d'un budget de 1000 milliards. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le PRES, pour revenir un peu sur la résilience, le programme de résilience économique et sociale, avec 3 volets: volet sanitaire, volet gestion, préservation donc de l'équilibre macroéconomique, mais aussi assurer l'approvisionnement en termes d'hydrocarbures, en termes donc disons d'alimentation, n'est-ce pas? Et je pense que pour ce qui est du secteur informel, maintenant, proprement dit, et je pense que c'est avant-hier que le chef de la parlait de 30 milliards qui vont être décaissés pour permettre à 200 000 acteurs qui sont dans le secteur informel. C'est les mécaniciens, c'est les menuisiers, c'est les artisans, etc. Et donc là, je pense que c'est une mesure, même si vous faites la répartition, c'est presque 80 000, 100 000 francs, mais c'est pas mal déjà l'acte et ça l'était. Maintenant, c'est des mesures ponctuelles, encore une fois. Je pense qu'il faut il faut quand même des mesures plus systémiques, des mesures plus globales pour aider effectivement ce secteur. Maintenant, la leçon c'est quoi? Je pense qu'il faut toujours prendre des décisions. Il faut prendre maintenant des programmes de relance sur la base des enseignements tirés. Et les enseignements tirés, c'est quoi? Surtout la souveraineté. La souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique, etc. Parce que ce sont les 2 points les plus essentiels, je pense, qui doivent être retenus de cette crise. Pharmaceutique, c'est quoi? Mais regardez ce qu'on a injecté. Regardez ce qu'on a injecté en termes d'achat de médicaments, en termes d'achat d'autres matériaux intrants qui entrent dans le cadre effectivement de la fabrication. En certain moment, on parlait de la relance d'une industrie qui a été fermée au Sénégal, pharmaceutique. Okay. Et l'autre chose, c'est la souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, si vous assurez votre souveraineté, si vous assurez ce que vous consommez, on le produit ici, ce qu'on produit, on le consomme ici, mais au moins on est plus ou moins dépendant du marché international. Parce que la crise a montré quand même la fragilité de nos États, particulièrement ici, a montré aussi notre forte dépendance du marché international. Il suffit qu'il y ait une petite perturbation au Pakistan en termes je parle du riz, bien sûr, ou bien au Brésil, et on subit effectivement les conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut compter d'abord sur les forces productives locales avant de pouvoir, pour quand même être plus résilient, pour être plus résistant face effectivement au choc exogène. Parce que ce qui s'est passé, c'est un choc exogène, mais qui a eu des ramifications extrêmement importantes au plan interne. L'Afrique doit faire de son mieux de ne plus dépendre de l'extérieur. Pendant la Covid-19, c'est toujours la période de la crise, beaucoup de talents se sont révélés en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour capitaliser ces énergies positives pour l'économie post-Covid? Oui, il faudrait accompagner. Et accompagner, ça veut dire tirer les enseignements, évaluer les besoins et surtout ne pas hésiter. Parce que le problème qu'on a toujours, c'est ce problème-là de volonté politique. Parce que si 60 ans après les indépendances, on dépend toujours de l'étranger, de tout ce qu'on mange, c'est-à-dire on n'a pas encore cette autonomie, cette indépendance par rapport donc à notre alimentation, c'est problématique. Voilà. Sur le plan agricole, qu'est-ce que nous devons avoir pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Il nous faut des terres, il y en a assez. De l'eau, il y en a assez. Beaucoup de jeunes également. Nous avons une population jeune. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est uniquement de la volonté politique. Mais je pense que les autorités ont tiré les enseignements. J'ai entendu tout récemment le chef de l'État lancer un appel au privé de venir encore s'imprégner davantage. Juste en quelques minutes, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Oui, donc pour moi, c'est très important. Il faudrait se diriger vers ce qu'on appelle l'agro-business. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas se contenter, ou nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir toujours les mêmes techniques de récolte qui sont rudimentaires. Il faut moderniser. Parce que nourrir 5 millions ou 10 millions de Sénégalais, ce n'est pas la même chose pour nourrir 15 millions et sous peu de temps, donc 20 millions de Sénégalais. Donc il faudrait continuer à moderniser davantage. Oui, Monsieur Diao, votre mot par rapport à cela, par rapport à ces talents qu'on a vus en Afrique. Oui, les talents quand même, surtout ici au Sénégal, en tout cas, je dis que souvent la crise a été révélatrice de talents.
parce que des gens qui fabriquent des respirateurs autant pour moi. Et moi, je pense qu'il y a 3 volets extrêmement importants à prendre en compte dans cette relance d'une manière générale. C'est le tissu industriel, l'industrialisation, ok. C'est l'agricole, le secteur agricole d'une manière, donc au sens large, donc la pêche, l'élevage, etc. Mais aussi l'économie numérique. Parce que regardez, le télétravail, beaucoup ont effectivement, surtout la presse, et on a eu à gérer nos papiers, à faire nos éléments, tout en restant chez nous, n'est-ce pas? Je pense que ce sont 3 volets qui me paraissent importants, donc qu'il faut capitaliser davantage pour rendre... Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous avons reçu justement sur ce plateau Dr Mor Gassama. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, ça a été un grand plaisir. En face de vous, Abdou Diop, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programme sur Média TV Afrique.